Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie du webinaire consacrée à la dissémination des particules. On va tâcher dans ces diapositives qui vont suivre de passer en revue les différents éléments qui vont pouvoir potentiellement contribuer au risque de contamination du personnel soignant au départ d'un patient infecté. Pour rappel, il existe trois modes de transmission, et que si on applique ces modes de transmission à la kinésithérapie, on peut les mettre en lien avec différentes pratiques. Donc la première modalité de transmission, c'est une transmission directe de patient à patient, ce qu'on retrouvera typiquement dans les endroits où les patients sont amenés à se rassembler. Alors, dans le cadre de la pandémie de Covid, il est clair qu'on évite au maximum ces rassemblements de patients et que les activités en groupe sont déconseillées. Ensuite, on a la transmission indirecte, c'est-à-dire que la transmission se fait au départ d'un matériel utilisé par le kinésithérapeute ou par le patient vers le patient ou vers le thérapeute éventuellement. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle la transmission par gouttelettes, c'est-à-dire lorsque des gouttelettes chargées en virus vont être transmises dans l'atmosphère et potentiellement pouvoir donc contaminer le personnel soignant. Ce qui est important quand on parle de contamination, ce sont les caractéristiques de la dispersion des particules. Donc on voit ici représenté sur la partie de gauche de la diapositive une personne qui tousse avec un nuage de particules qui va être émis. Ce nuage de particules, on peut le caractériser par trois éléments, à savoir l'angle de la dispersion, alors que ce soit l'angle dans un plan sagittal ou dans un plan transversal, la distance de propagation des particules, jusqu'où vont-elles être amenées à se déplacer, et puis enfin, la troisième caractéristique importante lorsqu'on s'intéresse à la dispersion des particules, c'est leur taille, puisque plus elles sont lourdes, au moins elles vont aller loin. Une fois qu'on parle de dispersion, eh bien, on parle automatiquement du réservoir. Alors, on connaît ça très bien dans la vie de tous les jours, avec la pollution, avec la cigarette, mais dans le cadre de la kinésithérapie, également avec les gestes de kinésithérapie et le comportement de certains patients. Et au départ de ce réservoir, on va avoir une dispersion potentielle des particules qui pourront venir éventuellement contaminer l'hôte, à savoir ici les poumons du thérapeute ou éventuellement d'un autre patient, puisque le mécanisme est le même. Une première donnée importante lorsqu'on se focalise un petit peu sur les aspects liés au Covid, c'est la charge virale. Et dans cette étude très récente, ils ont montré de manière assez bien illustrée sur ce graphique que finalement on avait une charge au niveau des particules respiratoires qui restait présente pendant environ une petite vingtaine de jours, comme on le voit sur la partie gauche avec les petits ronds mauve-bleu. Donc au niveau respiratoire, on conserve une présence de charge virale pendant un peu moins de 20 jours, et cette charge virale elle est moins importante que celle qu'on retrouve par exemple au niveau des selles. Donc ça c'est un premier élément intéressant. Le deuxième élément intéressant, c'est que la durée de la présence du virus est d'autant plus importante que la maladie était sévère. Au plus on a affaire à un patient sévère, au plus le virus risque de rester présent au niveau respiratoire. Si maintenant on regarde ce qui se passe en termes de quantité de virus, donc pas non plus en termes de durée mais en termes de quantité, eh bien là la quantité de virus retrouvée au niveau respiratoire est plus importante que celle retrouvée au niveau des selles pour évidemment un même patient. De nouveau, si on compare des patients avec une atteinte modérée avec les patients qui ont une atteinte sévère, eh bien, on a vu précédemment que la durée de la présence virale était plus importante chez les patients plus sévères, mais la charge virale est également plus importante. Donc plus le patient est sévère, plus il y a du virus et plus il reste longtemps. Une autre étude qui est parue très rapidement au début de cette pandémie et qui avait suscité beaucoup de commentaires
a montré que dans l'air, lorsqu'on dissémine par aérosol du Covid, donc le virus qui était responsable de la pandémie, eh bien, dans l'air, ce virus reste présent pendant 3 heures en suspension, c'est-à-dire qu'une fois qu'un patient a disséminé du virus dans la pièce, potentiellement, il peut rester présent pendant 3 heures dans l'air. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est nécessaire de bien se protéger quand on réalise des soins aérosolisants dans une pièce. Il est nécessaire de se protéger pendant certainement les 3 heures qui suivent, et probablement plus longtemps même pour être dans des bonnes conditions de sécurité. Mais c'est donc lié au fait que le virus peut être présent dans l'air, dans l'atmosphère de l'endroit où se trouve le patient. Alors, cette transmission virale, elle provient de 3 parties distinctes, ou en tout cas elle peut venir de 3 parties distinctes, qu'on schématise en général comme ceci, à savoir une première partie entourée en orange à droite, euh, qui potentiellement est une dissémination qui provient du niveau bronchique alvéolaire. Une deuxième modalité qui est la transmission à partir des voies aériennes plus proximales, hein, comme on le voit ici entouré en bleu sur la gauche. Et puis une troisième origine de la génération des particules qui est la sphère oropharyngée que vous voyez représentée ici par le cercle bleu-vert en haut à droite. En réalité, il y a donc, si on s'intéresse à la dissémination et à la problématique que peut rencontrer le kinésithérapeute, il y a 4 éléments importants, 4 problématiques. Premièrement, la toux et la kinésithérapie, on peut associer les deux. Deuxièmement, la dissémination des particules par aérosol, donc suite à une modalité d'aérosol thérapie. Troisième problématique, c'est celle qui est rencontrée lors de la ventilation non invasive. Et puis finalement, la 4e problématique, c'est l'utilisation ou le recours à la supplémentation d'oxygène, et donc avec potentiellement aussi un risque de dissémination, et c'est ce qu'on va voir dans les quelques minutes qui suivent. Cette diapositive-ci vous illustre la problématique de la dispersion en lien avec la toux. Et donc on a à gauche la représentation de 2 propagations de particules. Donc il faut se mettre dans le contexte comme si on était au-dessus du patient. Et le patient a sa tête en bas, si je puis dire, et il va tousser droit devant lui. Et donc vous regardez le nuage de dispersion de haut. Et on voit ici une comparaison de 2 modes ventilatoires différents. Donc à gauche, une ventilation minute de l'ordre de 10 litres par minute, et à droite, une dissémination pour une ventilation minute de 8 litres par minute. Et ce qu'on peut constater, qui a été montré dans le cadre de cette étude, c'est que la vitesse de propulsion, donc la ventilation du patient dans ce cas-ci, va être responsable d'une modification de l'angle de dispersion. Donc plus la ventilation minute et donc la vitesse est élevée, au plus la dispersion des particules va se faire sur une grande distance et va donc modifier l'angle. Alors sur la partie de droite, c'est l'illustration de l'importance de la taille des particules. 3 représentations. Cette fois-ci, c'est le patient qui tousse et qu'on regarde de profil. Eh bien, on voit que pour le schéma du haut qui correspond à des petites particules, donc des particules de petite taille, on voit que la distance de propagation va être assez importante comparativement à l'image du bas pour des particules plus grosses. Et c'est en quelque sorte le principe du lancer de la balle. Vous lancez une balle, ben à un moment donné, la balle retombe sur le sol. Les particules, c'est exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle une déposition par sédimentation. Et c'est très influencé par le poids, la taille de la particule. Les particules plus grosses vont aller moins loin. Intuitivement, c'est assez compréhensible. Par contre, des particules plus fines vont pouvoir se propager sur une distance plus importante.
Alors le premier acte qui nous intéresse, c'est donc la kinésithérapie. Alors il n'y a pas vraiment d'études sur la propagation des particules en lien avec des manœuvres de désencombrement, mais on peut comparer un petit peu ça à des manœuvres de compression lors de manœuvres de réanimation. Alors il faut un petit peu deviner parce que l'image n'est pas très claire. C'est une étude qui est en pré-publication et qui s'est intéressée à la dispersion des particules pendant une réanimation cardiaque, un geste de réanimation cardiaque avec une compression au niveau thoracique. Donc vous avez l'infirmière qui est debout et qui pousse sur la cage thoracique. Et vous voyez entouré avec le rond bleu turquoise qu'il y a un nuage de particules qui va sortir progressivement de la bouche du sujet. Et donc ça permet quand même de penser que lorsqu'on fait des pressions au niveau de la cage thoracique d'un patient porteur de Covid, eh bien, il y a un risque de dissémination de particules et donc de contamination possible du personnel soignant qui se trouve à proximité. Alors évidemment, proximité, ça sous-entend une distance, et donc dans cette étude-ci qui date d'il y a relativement longtemps, et qui était en fait plutôt secondaire au premier épisode de SRAS et à la grippe H1N1, cette équipe qui a fait beaucoup de travaux sur la dissémination des particules a pu montrer que lorsqu'un patient tousse, l'image de gauche, lorsqu'un patient tousse sans aucune protection, eh bien, des particules sont disséminées, c'est ce que vous voyez en vert, des particules sont disséminées sur une distance qui peut aller jusqu'à 70 cm. Alors si on rajoute un masque chirurgical, c'est l'image B du milieu, ou un masque N95 qui correspond globalement au masque FFP2, c'est l'image C, eh bien vous voyez que la dissémination des particules diminue de manière considérable, pour être quasiment inexistante avec le masque N95. Donc le fait de rajouter un masque sur le patient, ça diminue considérablement le risque de dissémination des particules. Et le masque FFP2 est plus efficace que le masque chirurgical, quelque chose qui est sans doute déjà bien connu maintenant, mais ça c'est bien démontré par les résultats de cette étude. C'est vrai dans ce plan que l'on voit ici représenté, donc plan sagittal que l'on voit représenté sur la diapositive, mais c'était vrai également dans le cas d'une image transversale qui n'est pas représentée ici. Maintenant, on peut aussi regarder l'influence de la sévérité de la maladie pulmonaire sur cette dissémination des particules. Donc on a toujours sur la partie gauche le sujet qui réalise une toux, on va dire un sujet sans atteinte respiratoire particulière, donc avec une force tout à fait normale. On a cette dissémination de particules sur un équivalent de 70 cm. Eh bien, si on regarde ce qui se passe pour une atteinte modérée, c'est l'image du milieu D, ou une atteinte respiratoire sévère, l'image de droite, la figure G, eh bien on voit que progressivement, avec une aggravation de la maladie respiratoire, on a une diminution de la distance de dissémination des particules. Alors ça, c'était pour l'atout et les manœuvres de kinésithérapie respiratoire. On peut aussi se poser la question de la dissémination des particules lorsque l'on réalise une séance d'aérosol thérapie. Et dans le cas de cette étude-ci, une dissémination mesurée suite à une séance de nébulisation pneumatique, donc ce qu'on retrouve le plus classiquement en pratique libérale au domicile des patients, donc les nébuliseurs qui font, pour dire les choses simplement, qui font du bruit, donc avec un moteur. Ce qu'on constate, c'est que euh, les particules sont disséminées également, et elles sont disséminées par la fluide qui est présente sur le masque de nébulisation, que l'on voit représenté ici sur l'image, dans le coin inférieur gauche de l'image. On a un nuage de particules qui va se disséminer sur une distance d'à peu près 80 cm dans le cas de ce résultat de cette étude, et une distance de dissémination des particules à forte concentration qui est de l'ordre de 15 cm. Donc on a une dissémination sur une distance qui est proche de 1 mètre, mais les particules les plus concentrées se situent sur les 15 cm autour du visage et autour du masque du patient. Et avec une aggravation de la maladie,
eh bien, la dispersion des particules va augmenter. Par contre, la dispersion des particules fortement concentrées, elle, va diminuer. Problématique suivante, c'est la VNI. Vous voyez sur la partie gauche représenter un modèle de masque de ventilation non invasive. Et comme vous le savez, sur de nombreux modèles de masques de ventilation non invasive, il y a une fuite expiratoire qui est évidemment importante et que donc on ne peut pas condamner. Eh bien, lorsqu'on regarde ce qui sort de cette fuite expiratoire, en termes de particules et donc potentiellement de dissémination du virus si ces particules sont chargées en virus, eh bien on voit que la dissémination sur la partie droite de la diapositive peut se produire sur une distance allant jusqu'à 60 cm par rapport à l'orifice du masque de ventilation non invasive. Et cette distance de dispersion va augmenter en fonction des réglages, c'est-à-dire qu'elle va être d'autant plus importante que on va augmenter la pression positive inspiratoire. Donc le réglage peut influencer cette distance de dispersion. Dernière problématique, c'est la problématique de l'oxygène. Alors ici, dans cette première situation, c'est de l'oxygène administré au masque. Donc vous voyez représenté à gauche la dissémination des particules. On est habitué maintenant à cette représentation. On a une dissémination des particules qui va se faire de part et d'autre du masque d'oxygène sur une distance d'environ 40 cm. Et cette distance, c'est représenté sur la partie droite de la diapositive, va augmenter en fonction du débit d'oxygène. Ce n'est pas une relation linéaire comme vous le voyez sur le graphique à droite, mais ce graphique montre bien que au plus le débit d'oxygène augmente, au plus on a une dispersion des particules, donc au plus la distance de dispersion va augmenter. C'est vrai pour le masque, mais c'est vrai également pour les canules nasales, donc les fameuses lunettes à oxygène. Vous voyez ici de nouveau le petit nuage qui est émis à la sortie ou autour des lunettes nasales lors de l'administration en oxygène. Eh bien, on voit ce nuage de dispersion et ce nuage de dispersion va augmenter de nouveau avec le débit d'oxygène. Donc quand on augmente le débit d'oxygène, on augmente la distance de dispersion. Et cette distance de dispersion peut aller jusqu'à un demi-mètre. Donc quand on se trouve à moins d'un demi-mètre du patient, on est exposé potentiellement à des particules qui sont disséminées suite à l'administration de l'oxygène. En conclusion, on peut donc dire que tous ces gestes qui sont à mettre en relation avec les thérapeutes et particulièrement les kinésithérapeutes, eh bien tous ces gestes sont associés à une transmission très probable, avec des données qui sont parfois extrêmement probantes, parfois un tout petit peu moins, mais donc si on doit résumer globalement, on peut considérer qu'il y a un risque de transmission des particules quelle que soit la problématique dont on a parlé précédemment. Et on peut aussi finalement conclure sur ce graphique qui montre que la dissémination des particules dont on a parlé précédemment va dépendre d'une part à gauche du patient, hein, on a parlé de la toux, la vitesse de la toux, et bien évidemment le pattern respiratoire du patient va jouer un rôle important, mais également les gestes barrières. Donc si ce patient porte un masque, ça va influencer considérablement la dissémination des particules. Ensuite, pour la transmission du virus, eh bien, ça va dépendre principalement de la dose virale, donc c'est-à-dire de la quantité de virus principalement qui est contenue dans les particules qui vont être disséminées. Et cette dissémination est influencée par les caractéristiques des particules, on l'a vu tout à l'heure, mais également par des conditions environnementales telles que l'humidité ou l'environnement dans lequel on se trouve. Il est évident que si on se trouve en milieu hospitalier dans une chambre à pression négative, c'est sans doute pas du tout la même chose que si on se trouve au domicile du patient. Et enfin, troisième élément à droite qui va influencer cette transmission potentielle, c'est évidemment le soignant et principalement son pattern respiratoire, mais surtout
le fait d'utiliser les gestes barrières et notamment le port du masque. Voilà, terminé pour cette partie consacrée à la dissémination des particules. Je vous remercie pour votre attention.